Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 17 octobre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, pour parler fake news. Et oui, comme vous avez pu le voir, on a eu un énorme pump qui était lié vraiment à une fake news. On va voir tout ça ensemble et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires. Tout est expliqué en commentaire et en description. On va entamer tout de suite par la plus grosse des nouvelles, qui est justement l'annonce qui a été faite par Cointelegraph que l'ETF spot de BlackRock était validé par la SEC. Bien évidemment, c'était faux, ça n'empêche qu'on s'est retrouvé avec une mèche qui est allée à 30 000 et des micro-poussières, donc à quel point c'était vraiment millimétré, pour ensuite s'effondrer sur elle-même. On ira voir ça tout à l'heure dans l'analyse technique, mais on est vraiment dans quelque chose qui est assez extraordinaire en termes de volume, surtout qu'on a éclaté 72 millions de positions short. On avait vraiment un gros pack de positions, je vous avais montré plusieurs quotidiennes que justement on avait ce bloc de liquidation qui nous attendait. Bon bah je vous avoue que je ne m'attendais pas à voir une bougie comme ça arracher absolument tout, et à savoir que c'était vraiment une fake news. Quelques heures après, quelques minutes après, je crois que c'est 30 minutes après, ça a été supprimé, et en l'occurrence ils ont fait une communication disant mea culpa, vous inquiétez pas, on s'excuse pour ce tweet, et justement c'est une voilà, on va faire une enquête, on va vérifier ce qui s'est passé. Bon, c'est sûr et certain qu'il y aura des têtes qui vont tomber, néanmoins ça n'empêche que le mea culpa est très très mal passé, je vous avoue, surtout que la directrice en charge de Cointelegraph était à Dubaï dans une discussion quelques heures après, et expliquait que c'était pas leur faute, que globalement c'était la pression qu'on mettait au niveau des médias et qu'il fallait être le premier tout de suite, etc., etc. Sauf que, oui, il faut être le premier, mais le premier cohérent, d'accord? Ce type de mauvais pas ne doit pas exister, et tu ne cherches pas à être le premier si ton information elle est fausse et que tu ne l'as pas recoupée deux fois. C'est le principe du journalisme, c'est un métier qui est à part. Ici ce n'est pas donc Madame Michel qui poste sur son Twitter, d'accord? C'est vraiment un média à part, et donc ils se doivent de valider l'ensemble de leurs sources pour pouvoir déterminer est-ce que oui ou non c'est bon, surtout dans des éléments qui sont aussi lourds que ça, d'accord? Forcément, on a eu cette énorme bougie, et énormément de personnes ont FOMO et ont perdu beaucoup d'argent. Alors, on va avancer un peu sur les vraies news, parce que ça, malheureusement, c'est aussi l'appétence du gain, c'est-à-dire que les personnes veulent avoir un bull run lié à ça, et on va en discuter dans la partie technique, parce que c'est très important de comprendre comment réagir par rapport à ces nouvelles-là, et ça va être plus dans la partie technique qu'on va revenir dessus. Néanmoins, dans les vraies news, nous avons Fidelity qui met à jour Digital Asset, donc qui est un de leurs logiciels qu'ils mettent en place, qui permet de déterminer si des assets sont intéressants ou non, et principalement qui donne accès à l'ensemble des informations structurelles qui se trouvent sur la blockchain autour de ces assets-là, que ce soit une blockchain, que ce soit une crypto, que ce soit quelque chose qui tourne autour de la crypto. Et ça, c'est très positif, parce que là, on a véritablement une utilisation de la blockchain à travers un gros fonds comme Fidelity. Et ensuite, on va avancer dans Ethereum, où on commence à avoir des petites nouvelles qui tournent, notamment des investigateurs sur Twitter, qui sont spécialisés dans l'analyse on-chain, qui commencent à se poser des questions réellement sur l'ICO d'Ethereum, et si oui ou non, les personnes, les cofondateurs d'Ethereum ont menti à la SEC pour que l'ICO d'Ethereum passe, à savoir qu'il y a eu un mintage d'origine, donc c'est la création des tokens à l'origine, pour pouvoir lever des fonds. Il y a eu 18 millions de fonds qui ont été levés, et en l'occurrence, l'élément qui a été récupéré, c'est un document qui a été fourni à la SEC, et dans lequel nous avons en l'occurrence Lubin qui signe un document attestant qu'il n'y avait pas de concentration au niveau des investisseurs, au niveau des stakeholders d'Ethereum, alors qu'on sait très bien que c'était faux, c'est en l'occurrence, mais ce que j'aime bien, moi, c'est pas forcément la nouvelle en elle-même, c'est surtout les allégations qui sont en train de se faire actuellement autour d'Ethereum,
au moment où on commence à avoir une hype sur Bitcoin, sur potentiellement la mise en place de protocoles qui vont tourner sur Bitcoin, qui remplaceraient Ethereum. C'est juste la présence des deux, et c'est comme d'habitude, on fait beaucoup attention à ce type de nouvelles dans lequel on prend du recul. Bien évidemment, il y a un risque, mais ce risque a toujours été présent. Je veux dire, c'est pas nouveau que la SEC s'intéresse à Ethereum, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans, non, 2 ans et demi, ça passe vite, 2 ans et demi. Donc, à un moment donné, bon, c'est de la nouvelle réchauffée, on sait qu'il y a des éléments, ça reste encore relativement faible. Je pense que s'il y avait matière, la SEC serait déjà dessus, ou en tout cas, est déjà dessus, et on devrait avoir des informations sous peu. Bon, moi personnellement, je prends beaucoup de recul par rapport à ça, et surtout au vu de la décentralisation d'Ethereum actuellement. On continue en parlant vraiment tech. Nous avons Manta, qui est un gros protocole, Manta Pacific, qui migre de Optimism vers la nouvelle Layer 2 de Polygon, d'accord? Donc là, on a encore une fois une nouvelle migration qui a lieu d'un protocole externe vers Polygon. Et encore une fois, je vous rappelle que Polygon absorbe systématiquement les projets qui sont ailleurs pour les intégrer dans leur écosystème, et c'est toujours ce qui est vraiment impressionnant au niveau de Polygon, c'est leur capacité à pouvoir cannibaliser globalement toutes les applications décentralisées qui sont autour d'eux. Ensuite, nous avons Uniswap qui fait beaucoup de parler d'elle, avec deux choses. Un, le fait qu'ils vont rajouter 0,15% d'échange du token, que ce soit sur leur web interface ou leur wallet. Donc ça, c'est des frais, alors bon, en même temps on s'y attendait un petit peu, mais ça reste quand même relativement important sur certaines cryptos, pas toutes. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a cette politique qui est en train d'arriver, avec, à côté, la mise en place d'un hook KYC. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un hook, c'est la possibilité de pouvoir développer autour d'une fonctionnalité que Uniswap met à disposition. Ça sous-entend que Uniswap met à disposition des développeurs quelque chose qui permet d'interfacer un KYC, donc un processus d'identification pour valider la personne. Et là, on arrive dans une notion de compliance qui est relativement fort au niveau de Uniswap. Alors, ça plaît pas, mais en tout cas, il y a une véritable transformation qui est en train d'avoir lieu au niveau du protocole, et de toute façon, ça se voit, que ce soit sur le hook, que ce soit sur, ici, les 15% qui sont mis à disposition, ce n'est pas pour rien. Alors, on va passer dans la partie technique, et on va justement se projeter tout de suite sur cette accélération haussière que l'on a eue. Ici, on va aller sur le CME, parce que c'est vraiment très intéressant sur le CME, où on voit qu'on est allé chercher justement cette énorme bougie dans laquelle on a ravalé quasiment la totalité, et on est allé chercher un petit peu au-dessus de 30 000, on est allé à 30 300 sur le CME, mais surtout on est allé chercher la liquidité supérieure de tout ce bloc-là, donc toute cette imbalance, on est allé la chercher. On a été chercher aussi la liquidité qui se trouvait avant la chute, et donc là on a un retour à la case, on a vraiment récupéré toutes les liquidations qui se trouvaient ici, et ça c'est vraiment important, on va le revoir tout à l'heure, dans lequel on a vraiment récupéré absolument tout, et on s'est affaissé sur soi-même. Quand on regarde un petit peu plus, et qu'on retourne sur cette notion ici du total index, qui est une consolidation des cours, on voit que, en effet, on a bien récupéré cette fois-ci, pas la liquidité de la mèche supérieure, mais on est allé la renforcer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on recule, on voit qu'on s'est arrêté pile poil sur ce niveau très important, qui est un niveau de support, et qui est devenu un niveau de résistance, support qui nous a arrêté sur le China Ban, qui nous a maintenu un petit peu à flot sur le Terra Luna, avant d'avoir le Celsius où on s'est enfoncé. Mais ça empêche que c'est aussi un niveau dans lequel on s'est cogné une fois, 2 fois, 3 fois. Donc on a vraiment cette résistance qui est très forte, et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est vraiment arrêté sur les 30 000, alors qu'on a eu un engouement massif. Alors là-dessus, je vais juste faire une petite pause pour parler de cette notion d'engouement. On a eu une énorme bougie sur cette nouvelle, et dessus, ce qui est important de voir, c'est que déjà sur cette bougie-là, on a fait quasiment 8%, je crois, sur une fake news. Qu'est-ce qui se serait passé si c'était la véritable news? Est-ce qu'on aurait été capable de casser ça? Clairement, les personnes sont en train de spéculer actuellement sur la validation d'un ETF. Si jamais c'est une véritable news, au vu de ce qui s'est passé, les personnes considèrent qu'on pourrait très vite se retrouver à 40 000, pas s'arrêter à 30 000 et à 40 000. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est quelque chose qui commence à se valider, mais ce qui est important de voir aussi, c'est que le mouvement qui a eu lieu ici a été porté, oui, par une accélération haussière, mais aussi principalement par une liquidation. Est-ce qu'on aura la capacité d'avoir le même type de liquidation au moment de l'annonce de la validation de l'ETF? Je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Justement, on va regarder rapidement au niveau de Kingfisher, où on voit qu'on a retiré toutes les liquidités qu'il y avait là, et quand on regarde, les liquidités en top sont très très hautes, vraiment très très haute. On parle d'une liquidité qui se trouve à 42,5, entre 40 et 42,5, on a un petit peu au-dessus de 32 500, mais ça reste
vraiment faible. Les grosses liquidités proches sont liquidités basses. Donc est-ce qu'on a la capacité, si jamais c'était validé tout de suite, d'aller à 40 000? J'ai envie de vous dire, ça va être compliqué, d'accord? Au vu de la liquidité là, ça va être compliqué. C'est pas dit qu'on ait la même liquidité au moment de la validation, donc il va falloir patienter, vérifier à ce moment-là, mais là on avait vraiment un gros bloc de liquidité avant dans la partie short, c'est ce qui a permis justement d'avoir cette grosse accélération, et en même temps créer ce FOMO très fort qui a duré une demi-heure, dans lequel on va aller regarder les cours, mais on va voir vraiment l'affaissement du cours qui a eu lieu. Néanmoins, au niveau des liquidités, on voit qu'on a récupéré une grosse partie de long qui s'est structurée ici, et que ce qui est intéressant de voir, c'est que cette accélération haussière est une accélération haussière perpétuelle et spot, d'accord? On a vraiment eu les deux qui sont arrivés. Et donc là, c'est plutôt positif. Ça veut dire que si jamais on a bien une validation d'un ETF spot, ça veut dire que le mouvement sera porté absolument par les deux, et donc on a un véritable engouement qui est en train de se faire, une validation en fait de l'engouement par rapport à l'élément endogène. Clairement, ça nous valide quelque chose, c'est que le BTC et les cryptos en général sont en train d'attendre l'élément endogène lié au BTC, donc qui est les ETF, pour pouvoir bouger. Ce qui explique la faible volatilité qu'on a depuis un certain temps, et on voit bien qu'on a bien eu un retour de la volatilité à ce moment-là. Donc c'est vraiment en fait le narratif qui est en train d'être joué actuellement. On s'en fout de la tech, on s'en fout des investissements, ce qu'on veut principalement c'est l'ETF, et on ne veut pas avoir la SEC qui arrive sur les cryptos en général, on veut avoir vraiment l'ETF. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde ici une vue, alors on va peut-être passer en un jour, ça peut être mieux, mais quand on voit vraiment l'accélération haussière qu'on a au niveau de la dominance du BTC, ça montre bien que c'est un mouvement BTC, ce n'est pas un mouvement crypto. Alors oui, on a eu un petit peu les cryptos, mais c'est bien en dessous du reste. C'est Ethereum a poussé, mais c'est très faible. Alors que là, on voit bien la dominance qui a pris le dessus, donc c'est vraiment un mouvement qui est propre à BTC, et BTC, moteur de l'accélération haussière qu'on pourrait avoir par la suite. Et je pense que, en effet, un des éléments clés pour pouvoir déclencher un bull run sera la validation des ETF. Je pense que les institutionnels le savent, je pense que la SEC le sait, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne pense pas que ce soit validé aussi vite que ça. Je pense qu'il y aura un temps de temporisation qui arrivera par rapport à la crise US qu'on est en train de voir au niveau des banques. Court terme, alors on va parler court terme. Court terme, ce qui est intéressant de voir, c'est que oui, on a fait une recherche de liquidité ici. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'on n'a pas ravalé la totalité. Alors oui, on va juste zoomer un tout petit peu plus, pour bien voir on voit qu'on a bien ravalé quasiment 90%, 80% de la bougie, de la première bougie, mais on a continué à consolider au-dessus pour retourner en fait, retester ce niveau-là. Donc là, pour moi, on est dans une tentative de consolidation au-dessus du range, pour potentiellement ici refaire une réintégration, parce qu'on a bien la zone de retest qui se trouve ici, hein, donc on voit bien que c'est ce qui nous tient là, parce que c'est une zone de retest qui correspond au range au-dessus, d'accord? On a le range bas, on a le range haut, et là, justement, on a fait une incursion dedans, et on essaie de réintégrer dedans, sauf qu'on se fait rejeter systématiquement. Donc pour moi, je considère qu'on a bien ici une possibilité de rejet, et donc une continuité baissière, pour, à minima, aller retester cette partie-là, d'accord? Les 27 000, on va dire, on va retester 27 000, qui est le début de cette accélération haussière, pour ensuite voir est-ce que oui ou non on consolide et on refait une accélération haussière, ou est-ce qu'on casse réellement pour valider cette tendance baissière que l'on a depuis un certain temps. D'ailleurs, je vais faire partir ça, parce qu'on a déjà validé le 1-1, et faire une continuité baissière. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on prend un petit peu de recul, et on voit très bien que là, on a ici une possibilité d'avoir une continuité baissière. Ce n'est pas validé, parce que là, la seule chose que l'on voit ici, c'est quoi? Hop, vous allez voir, c'est magnifique. On voit surtout une forme ici de consolidation, d'accord, de compression que l'on retrouve ici. Parce que on a un high dans lequel on a fait un high qui n'a pas cassé le précédent, donc on est bien dans une démarche potentiellement baissière, sauf que le low n'a pas cassé le précédent. Donc pour l'instant, on est en train de maintenir. Alors ça, c'est une vision de trend, d'accord? On se souvient que je vous expliquais qu'on n'est pas dans une trend, qu'on est potentiellement dans un range. Le range, ici, 25 000, 30 000. 30 000 porté par cette zone-là. On voit qu'on est allé retester le haut du range en une seule et unique mèche. Ici, on peut considérer que c'est de la déviation. Deuxième déviation, où on peut considérer que c'est un top de range. Et ça va replacer ici. Mais néanmoins, en fait, nous sommes toujours dans ce range-là. Alors, ça importe assez peu qu'on aille chercher la liquidité au-dessus, qu'on retourne, pourquoi pas, retester les 31 000. Ça nous validerait justement le fait qu'on est dans cette forme de léthargie, parce que clairement, on voit le mouvement qu'on a eu avec l'ETF. Si on n'a pas d'ETF, on n'aura pas de mouvement similaire. D'accord? Donc ça sous-entend qu'on aura un étiolement, et donc on s'enfoncera plus bas pour aller retester de la partie basse, et ensuite repartir à la hausse. Pour moi, ça change absolument rien, on reste dans cette démarche-là, sauf que le retest, il va être beaucoup plus compliqué, et là, il va falloir prendre
un petit peu de recul, patienter que justement on ait la fin des liquidités qui arrivent, parce que ça a fait vraiment mal, hein. Pour rappel, on a liquidé 110 millions, donc pas que de short, hein, 110 millions en tout, parce qu'il y a la liquidation des longues qui étaient en position à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a eu aussi une décélération qui a été si forte que ça. Donc on est vraiment dans cette idée où là, on a eu un choc au niveau du marché, donc il est fort probable d'avoir une consolidation, et il va falloir patienter de voir la construction des liquidités, surtout au niveau de l'order flow. Parce que cette accélération a entraîné deux choses au niveau de l'order flow. Un, ici on voit bien la chute réelle de l'open interest, donc on a vraiment éclaté tous les shorts qui étaient présents, donc on n'a pas consolidé suffisamment de longues. Ici, on a quand même liquidé beaucoup plus de shorts que créé de longues, donc pour moi on est vraiment dans une épuration ici des shorts, donc ça y est, c'est fait, les shorts sont épurés, et dans lequel, ici, on se retrouve sur des positions top trader qui n'ont pas bougé. Ça, moi, en l'occurrence, quand je vois quelque chose comme ça, je me dis que on n'a pas changé, on est toujours en range, on n'a pas la mise en place d'une tendance haussière, on n'a pas la mise en place d'une validation d'une tendance baissière. De toute façon, la validation de la tendance baissière, elle se validera par quoi? Elle se validera par une rupture des 25 000, une validation de la tendance haussière se validera par une rupture, ici, alors réellement, on va dire une rupture des 31 700. Donc pour moi, ces deux niveaux-là, tant qu'on casse pas l'un ou l'autre, bon, on se retrouve dans une dynamique de range, et on trade du range. Point, un point, c'est tout. On reste dans cette dynamique à trader uniquement du range. Petite vision juste pour bien voir qu'on a bien tout nettoyé et que là on n'arrive pas encore à créer beaucoup de longues. Je pense que si on consolide ici, on aura vraiment un renforcement des longues là, et donc là on aura vraiment par contre la mise en place d'un long squeeze qui risque de faire très mal par la suite. Alors on va terminer rapidement par la macro, parce que macro c'est assez intéressant, on est bien allé en train d'essayer de retester ici la partie de retest, voir si la journée est en train de se valider ou pas. Ça va être très intéressant parce qu'on pourrait très bien avoir retest suivant et ensuite continuité baissière, soit une accélération haussière ici, et une rupture de cette zone là pour aller chercher la zone des 4450, donc là on est bien dans une démarche classique, donc on est dans notre plan, ça n'a pas changé ça, dans ce qu'on a défini hier, ça se passe exactement comme on l'attendait. Pareil au niveau du pétrole, on voit qu'on a un beau rejet qui est en train d'avoir lieu, pour moi il est très faible pour l'instant, on est en train de retester surtout cet niveau des 86, donc soit on arrive à casser, donc là vraiment on va s'enfoncer, soit on fait un petit rebond et on va retester la partie là. Donc à voir, je pense qu'on aura une validation aujourd'hui du setup potentiel. On a DXY qui est en train de faire une respiration court terme, donc qui est liée principalement à l'assimilation du conflit entre Israël et le Hamas, et dans lequel on a le positionnement forcément des Américains qui se positionnent dessus, donc forcément on va avoir une tension qui va se faire là, et une tension qui est en train de se sentir au niveau aussi des bounces, mais ça va pas être pour aujourd'hui, on en parlera certainement dans une quotidienne, ou voire dans la vidéo de samedi. On a terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Dites-moi aussi si vous avez surréagi à cette nouvelle-là, est-ce que vous y avez cru? Est-ce que vous êtes comme tout le monde à crier au bull run dès que vous avez eu cette nouvelle-là, ou est-ce que vous avez temporisé? N'oubliez pas, les émotions sont très importantes. Et d'ailleurs, on va parler à 13h30 de fait, la crypto de Fetch, donc une crypto qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Vous savez que je suis pas trop fan de ces typologies-là, donc c'est intéressant d'aller parler de fait, parce que c'est une crypto qui est intéressante dans cet écosystème, et je vous explique pourquoi à 13h30.